Bonjour, je suis Bernard Combe, je suis PUPH au CHU de Montpellier, je suis rhumatologue et je vais vous parler aujourd'hui des JAK inhibiteurs, les Janus kinase inhibiteurs, qui sont arrivés sur le marché dans le domaine de la rhumatologie et particulièrement dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc je vais prendre l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde pour vous montrer tout l'intérêt de ces nouvelles molécules. Alors ici, vous voyez mes liens d'intérêt. Et on commence tout de suite sur ces anti-JAK. Ces anti-JAK sont des molécules de synthèse qui vont cibler des kinases à l'intérieur de la cellule. Ils vont permettre d'intervenir dans les voies de signalisation intracellulaire sur les voies des cytokines. Et nous, ce qui va nous intéresser ici dans les maladies inflammatoires, c'est surtout l'interférence sur les voies des cytokines pro-inflammatoires. Alors, il y a de nombreuses voies de signalisation intracellulaire, comme vous le savez, mais là, on va s'intéresser donc uniquement à la voie JAK, ou plus exactement la voie JAK-STAT, qui va conduire l'information venant de la cytokine à la surface de la cellule jusqu'au noyau par une cascade de kinases. Et donc les JAK et les STAT font partie de cette cascade. Alors ici, on va voir comment ça se passe de manière un peu plus fine sur cette transduction du signal venant de la cytokine et passant par la voie JAK-STAT. Alors vous pouvez voir de gauche à droite sur cette diapositive, vous voyez d'abord le récepteur pour la cytokine. Ensuite, vous voyez qu'il y a une liaison de la cytokine et une dimérisation des chaînes du récepteur, puis une phosphorylation des résidus de tyrosine de ces JAK, de ces entités JAK. Ensuite, il y a une nouvelle phosphorylisation de résidus de tyrosine des récepteurs par les JAK activés, puis une fixation de l'étape suivante, c'est-à-dire des STAT, sur les résidus de tyrosine phosphorylés du récepteur. Enfin, une phosphorylisation des STAT par les JAK et dissociation finalement des STAT qui vont ensuite avoir une translocation au niveau du noyau. Donc vous voyez, c'est toute une cascade qui se passe à partir de la membrane cellulaire jusqu'au noyau, passant par cette voie JAK-STAT. Alors, toutes les cytokines qui nous intéressent ne vont pas passer par cette voie JAK-STAT. Vous voyez ici les cytokines principales, en tout cas celles qui nous intéressent ici dans l'exemple polyarthrite rhumatoïde, qui vont passer par la voie JAK-STAT. Ce sont surtout celles qui sont en haut. On a d'abord la voie interféron, qui n'est probablement pas majeure dans la polyarthrite rhumatoïde, mais on le reverra plus tard, qui est intéressante dans d'autres maladies auto-immunes ou inflammatoires, comme la maladie lupique par exemple. On voit l'interleukine 6, qui est une cytokine très importante dans la polyarthrite rhumatoïde et dans d'autres maladies inflammatoires, telles que les artérites à cellules géantes, par exemple. L'interleukine 6 a donc un rôle pro-inflammatoire très important. Après, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous voyez qu'il y en a quelques autres qui sont intéressantes, comme l'IL-12, l'IL-23, par exemple, qui sont impliquées notamment, mais pas exclusivement, dans les spondyloarthropathies et notamment dans le rhumatisme psoriasique. Et puis après, on a des cytokines impliquées dans l'hématopoïèse, mais qui peuvent intervenir également dans l'inflammation, comme le GM-CSF, le granulocyte, qui intervient à partir du granulocyte et du macrophage. Mais vous voyez en dessous, donc voici donc les cytokines qui finalement passent par la voie JAK-STAT et qui ont un rôle important dans l'inflammation, notamment celle de la polyarthrite rhumatoïde, mais pas exclusivement. Et vous voyez qu'il y a certaines cytokines qui ne passent pas par cette voie JAK-STAT et qui pourtant sont impliquées dans ces processus inflammatoires. Vous voyez l'interleukine 1, par exemple, qui est une cytokine pro-inflammatoire très importante. L'interleukine 17 qui intervient pour nous surtout dans la pathogénie des spondyloarthrites et qui ici n'est pas concernée. Pour la polyarthrite, ça tombe bien puisqu'elle n'a qu'un effet modéré, je dirais, dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde. Mais vous voyez aussi et surtout, je dirais, le TNF. Donc la voie JAK, le TNF, les signaux induits par le TNF ne passent pas par la voie JAK-STAT et pourtant c'est une cytokine
primordial, vous le savez, dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà, je voulais faire le point sur ces cytokines, et bon, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est certaines de ces cytokines majeures des rhumatismes inflammatoires qui vont passer par la voie de JAK-STAT. Alors, on complexifie un peu, vous avez certainement déjà vu ce type de diapositive. Vous voyez qu'il y a différents sous-unités dans les JAK, il y en a 4 essentiellement connus actuellement, JAK1, JAK2, JAK3 et TIR2. Les cytokines vont plus ou moins passer par certains de ces dimères. Vous voyez, par exemple, l'interleukine 6 va plutôt passer par JAK3 ou JAK1. Les cytokines de l'hématopoïèse vont plutôt passer, on les voit plutôt sur la droite de cette diapositive ici, vont plutôt passer par JAK2. Et ainsi de suite. Et puis, vous voyez en dessous, il y a certaines cellules qui vont être plus particulièrement aussi impliquées. Donc en haut, vous avez les cytokines, en dessous les sous-unités JAK et finalement les cellules. Bon, c'est assez schématique, mais c'est intéressant parce qu'on va le voir en thérapeutique. Les inhibiteurs de ces JAK qui vont être chargés de contrôler cette signalisation intracellulaire vont être dirigés plus ou moins vers certaines sous-unités JAK. Alors, je reviens un peu sur la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde et sur l'évolution des thérapeutiques. La polyarthrite rhumatoïde, vous savez que c'est une inflammation de la synoviale, donc il y a une réaction immunitaire globale et il y a une infiltration majeure de la synoviale par des cellules immunitaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a beaucoup de lymphocytes, lymphocytes T, des lymphocytes B, des macrophages, des polynucléaires, etc. Et il y a bien sûr sécrétion de nombreux médiateurs solubles, dont les cytokines pro-inflammatoires. Et dans ces types de maladies inflammatoires, on a une rupture de balance. Normalement, ces cytokines pro-inflammatoires sont en équilibre avec leurs inhibiteurs naturels, par exemple les récepteurs solubles. Et là, il y a une rupture de balance complète avec un excès des cytokines pro-inflammatoires qui sont largement responsables des manifestations inflammatoires locales et puis ensuite des manifestations cliniques et de la dégradation éventuelle des articulations ultérieures. Donc le principe où on est maintenant à l'époque des thérapeutiques ciblées, ça va être d'essayer de restaurer cette balance cytokinique, soit en agissant directement sur la cytokine, donc c'est les anticytokines tels que les anti-TNF, les anti-IL6 et les anti-IL1, etc., ou alors en agissant sur des cellules telles que le lymphocyte T et le lymphocyte B. Et ça a été le grand progrès des 20 dernières années dans l'immunothérapie de ces maladies auto-immunes et surtout ces maladies inflammatoires, où l'on a développé des biomédicaments. Donc là, ce sont des grosses molécules, mais de fabrication, si je puis dire, biologique, qui vont intercepter ou qui vont cibler eux aussi des molécules assez grosses comme les cytokines ou les cellules. Donc on a été pendant 20 ans à l'ère des biomédicaments et on cible des signaux extracellulaires. Depuis quelques années, d'abord en cancérologie, puis maintenant dans les maladies inflammatoires, ont été développées des petites molécules ciblant donc les voies de signalisation intracellulaire. Alors ça fait très longtemps qu'on a développé ce type de petites molécules, mais on a été longtemps bloqué, je dirais, dans notre avancée par le rapport bénéfice-risque. Et on a eu notamment le développement des anti-MAP kinases dans le passé, beaucoup plus d'effets indésirables que de bénéfices pour les patients. Et puis là, on a pas mal avancé et on a pu développer donc des petites molécules donc, qui vont inhiber certaines voies de signalisation et donc particulièrement la voie JAK-STAT. Et on va parler donc sur ces petites molécules qui, comme vous le savez, vont s'administrer par voie orale. On parle maintenant de TINIB, vous le voyez sur la partie droite. Donc les TINIB qui vont inhiber à différents niveaux ces kinases dont on a parlé avant dans la transduction du signal pour et finalement éviter que l'information inflammatoire parvienne au noyau.
Voici un petit peu sur des généralités un petit peu basiques sur ces inhibiteurs JAK. Maintenant, on va passer aux aspects plus thérapeutiques. Ici, vous avez une nouvelle nomenclature qui a été développée dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez qu'il y a des médicaments dits de synthèse, donc chimiques, et des médicaments biologiques. Dans les médicaments biologiques, vous avez ceux que l'on connaît depuis longtemps, les biomédicaments originels, donc les médicaments de référence, et on parle de biologiques d'IMARS. Et puis, vous savez que depuis peu de temps, on a fait des copies de certains de ces biologiques, notamment certains anti-TNF, etanercept, infliximab ou maintenant adalimumab, ou le rituximab également dans une autre voie, et on parle maintenant de biosimilaires. Donc, il y en a les BS-DIMARD, les BO-DIMARD. De l'autre côté, les médicaments de synthèse. On a les médicaments conventionnels, au premier rang desquels se situe le méthotrexate, ce sont les CS-DIMARD, Conventional Synthetic DIMARDs. Et puis, les nouveaux, les anti-JAK par exemple, pas que, hein, mais il y a notamment les anti-JAK, ce sont des molécules ciblées aussi, mais synthétiques, et donc là on parle de TS-DIMARD, Targeted Synthetic DIMARD. Et là, il y en a deux maintenant qui sont commercialisés, c'est le tofacitinib et le baricitinib, dont je vais vous reparler. Alors, cette diapo, il ne faut pas la lire, elle est un peu lourde et elle est incomplète. Néanmoins, c'est pour vous montrer qu'il y a de très nombreux inhibiteurs de ces Janus kinases, de ces JAK, qui ont été ou qui sont actuellement en développement. Et il y en a 3 pour le moment qui ont eu une licence et qui donc sont sur le marché. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le tofacitinib et le baricitinib. Le tofacitinib a eu aussi son approbation dans le rhumatisme psoriasique cette année. Et puis, il y en a un qui a eu beaucoup plus en avance, il y a plusieurs années, le ruxolitinib, qui, lui, est indiqué en hématologie dans les myélofibroses, mais pas dans les maladies inflammatoires. Je ne détaillerai pas les autres, néanmoins, on en reverra certaines de ces molécules qui vont certainement venir dans quelques temps sur le marché. Alors justement, sur celles qui vont venir, qui sont venir sur le marché dans les maladies inflammatoires, on n'en a pas plus que 6 en ce moment. Il y en a un qui est un petit peu mis en oubli, vous savez, c'est le desertonib qui cible plutôt JAK3 et dont le développement est au moins temporairement arrêté. Donc on va se focaliser sur les 5 autres et vous voyez qu'ici, sur cette diapositive, qu'ils vont cibler différentes sous-unités de JAK. Alors, le tofacitinib, le plus ancien, commercialisé aux États-Unis depuis 2012, en Europe seulement depuis 2017. Le tofacitinib est un inhibiteur, lui, de JAK1 et JAK3. Donc, principalement ces deux sous-unités. Le baricitinib est arrivé plus récemment, puisqu'il a été commercialisé en Europe l'année dernière seulement, et puis plus récemment aux États-Unis, donc jusqu'à récemment il n'était encore disponible qu'en Europe, et lui il cible JAK1 et JAK2. Alors plus ou moins, bon, ça, on reverra, mais il est plus peut-être JAK1 actuellement que JAK2, mais il cible ces deux sous-unités, en sachant que ce sont un peu des appréciations en fonction de la dose. Plus on va monter la dose du médicament, plus il va inhiber globalement un peu les différentes sous-unités de JAK, mais il y a une inhibition préférentielle. Voyons l'upadacitinib et le filgotinib qui ne sont pas encore commercialisés, mais vous allez le voir, on a maintenant des données de phase 3 pour ces deux molécules. Eh bien, ils inhibent, eux, préférentiellement JAK1. Préférentiellement, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir un effet sur les autres unités de JAK, en fonction, là aussi, de la dose, mais à des concentrations usuelles, ils vont surtout inhiber JAK1. Et puis le petit dernier, dont les premières données viennent d'être publiées à partir d'études japonaises, c'est le pificitinib, qui lui va plutôt être sur JAK3 et TYK2. Alors, c'est anti-JAK, donc surtout maintenant tofacitinib et baricitinib, puisqu'ils sont commercialisés depuis l'année dernière en Europe. Je vais vous parler surtout de ces deux-là et on verra ceux qui sont en développement et surtout dans la polyarthrite rhumatoïde. Je ferai des risques tout à l'heure sur d'autres maladies inflammatoires. Voici les recommandations de la Société française de rhumatologie qui sont très proches de la recommandation de l'EULAR. Et vous voyez que l'on nous dit en deuxième ligne de traitement
après insuffisance de résultats, la première ligne qui est habituellement méthotrexate plus faible dose de corticoïdes, on nous dit que si le patient a des facteurs de mauvais pronostic, ce qui est plus ou moins le cas dans 80% à peu près de nos patients, eh bien, il faut ajouter au méthotrexate une thérapeutique ciblée. Vous voyez, avant, on nous disait, dans les dernières recommandations, on nous parlait de biomédicaments, uniquement de biomédicaments, et habituellement plutôt les anti-TNF. Mais maintenant, on nous parle de thérapeutique ciblée. Ça veut dire que thérapeutique ciblée, c'est soit des biologiques, des biomédicaments, soit des médicaments de synthèse ciblés, c'est-à-dire ce sont les anti-JAK. Donc on les met ici au même niveau, ça veut dire que les données dont on dispose actuellement, tant en termes d'efficacité que de tolérance, sont assez intéressants dans la balance et permettent de les situer au même niveau que les médicaments biologiques qui sont pourtant commercialisés maintenant depuis plusieurs années. Alors, dans la pratique, on a encore beaucoup tendance à donner d'abord un biomédicament, notamment un anti-TNF, mais la place de ces anti-JAK se rapproche de plus en plus dans les lignes de traitement. Et quand on voit aux États-Unis où ils sont depuis presque 6 ans, eh bien, ils sont souvent maintenant en première ligne après méthotrexate, en tout cas en balance très nette avec les anti-TNF. Donc, ils ont progressé dans la ligne de traitement du fait de leur intérêt en rapport bénéfice-risque. Voilà. Après, si il n'y a pas de mauvais pronostic dans la PR, eh bien, on commence habituellement, on peut donner un autre traitement classique que le méthotrexate, voire une combinaison de traitements classiques, mais en cas d'échec, on revient à un traitement ciblé. Alors maintenant, je vais vous montrer les phases de développement de ces anti-JAK dans la polyarthrite rhumatoïde. Juste, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que tous les anti-JAK vont être développés en phase 3, globalement dans 3 populations, et c'est toujours le cas dans la polyarthrite rhumatoïde. Sur la gauche, vous voyez les méthotrexates naïfs, ça veut dire que ce sont des polyarthrites rhumatoïdes récentes, non encore traitées par méthotrexate. Alors on ne peut pas dire toujours débutantes, parce que ça peut être quelques mois suivant l'endroit où les patients ont été pris en charge, ça peut être même jusqu'à 18 mois ou quelque chose comme ça, mais en tout cas ils n'ont pas encore reçu un traitement de fond. Ensuite, la deuxième population, qui est la plus ciblée généralement, ce sont ceux qui ont eu une première ligne de traitement, au moins une première ligne, c'est-à-dire méthotrexate ou un autre traitement de fond conventionnel, mais dans 80% c'est méthotrexate. Et là, on arrive en deuxième ligne. Et vous voyez, il y a beaucoup d'études cliniques qui ont été réalisées dans cette population de patients. Et puis la troisième population, c'est ceux qui non seulement ont eu un traitement conventionnel, mais qui en plus ont eu au moins un biologique. Et ici, pour le tofacitinib, à l'époque, parce que les études avec le tofacitinib ont été réalisées il y a maintenant près de 10 ans, eh bien, c'était uniquement des gens qui avaient reçu, des patients qui avaient reçu au moins un anti-TNF. Voilà. Alors, vous voyez différentes études. Certaines sont réalisées en combinaison avec un traitement de fond synthétique ou tel que le méthotrexate. C'est toutes celles qui sont à droite. Vous voyez, là, il y a surtout cette population. Et puis, il y en a qui sont réalisées en monothérapie. C'est-à-dire, on a testé cette molécule en monothérapie. C'est le cas de celle-ci, Orolsart, où là, on le reverra tout à l'heure, on va comparer ce inhibiteur JAK avec du méthotrexate. Ici, c'est une autre étude dans une autre population, parce qu'ici, les PR récentes, ici, après échec d'une première ligne, et bien là, c'est une monothérapie versus placebo, puis on retrouvera des monothérapies ici. Donc, vous voyez, dans la population, on a eu, dans le développement, on a eu différentes populations, mais aussi différentes modes d'administration du médicament, soit en combinaison, soit en monothérapie. Alors je vais aller beaucoup plus vite avec les 3 autres anti-JAK, puisque c'est la même chose. Donc ici, vous avez la population récente, pareil, versus le méthotrexate. Vous voyez 2 doses du baricitinib ici, versus le méthotrexate. Là, on est dans des populations de patients ayant déjà reçu une première ligne de méthotrexate, par exemple. Et là, l'originalité ici, dans celui-ci de l'étude Arabim, dont je vous parlerai largement, c'est qu'il y a un comparateur actif qui est un anti-TNF, l'adalimumab, associé à du méthotrexate. Et puis finalement, la population ayant déjà reçu un biologique, et ce n'est pas uniquement maintenant dans ces nouveaux développements un anti-TNF, c'est au moins un anti-TNF, mais souvent d'autres biologiques.
Même chose pour l'upadacitinib, que vous connaissez certainement moins bien, puisqu'il n'est pas, lui, n'est pas commercialisé et que les données de phase 3, 2 ont été publiées en 2017 et les autres présentées pour la plupart en 2018 au congrès de l'AR ou au congrès de l'ACR très récemment. Vous voyez que là aussi, on est dans les mêmes populations, polyarthrite récente, monothérapie. Là, on va beaucoup parler d'études compare, parce que là aussi, c'est avec un... On va beaucoup parler, je vais en parler un petit peu, c'est versus comparatif actif qui est l'adalimumab plus méthotrexate. Encore une étude de monothérapie. Et puis ici, vous avez une étude, un suffisant répondeur aux biologiques, notamment anti-TNF. Le petit dernier, c'est le filgotinib, plutôt anti-JAK1 comme le précédent upadacitinib. Un peu moins d'études de développement de phase 3. Néanmoins, il y en a 3 principales, toujours même population. Les populations ascendantes répondeurs au méthotrexate, c'est l'étude Finch 1. Celle-ci, c'est les polyarthrites récentes. Et là, c'est ceux qui ont reçu au moins un biologique. Et cette étude on vient juste d'avoir les résultats au congrès de la CR. Les 2 autres seront communiqués probablement en janvier ou février. Vous voyez, donc les études de phase 3 sont déjà terminées. Les résultats, je vais surtout vous montrer pour le tofacitinib et le baricitinib, et puis je vais faire quand même un survol assez rapide. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails dans cet exposé. Néanmoins, on va voir. Là, vous avez les différentes populations à nouveau, mais on va se focaliser sur l'indication qui sont surtout la 2e ligne et la 3e ligne de traitement. Alors, vous voyez ici, dans cette population, c'est de la monothérapie. Ici, c'est oral solo. On voit le tofacitinib, ici à 5 mg en comprimé 2 fois par jour, versus placebo. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, qu'il y a un delta. Quand on regarde un essai thérapeutique, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, mais pas que, il faut toujours regarder le groupe contrôle. Et ce qui nous importe, ce n'est pas uniquement le résultat brut, ici 60% de répondeurs selon la CR20, mais c'est le delta entre le répondeur avec le traitement actif et le groupe contrôle, ici le placebo. Vous voyez qu'il y a 33% de delta, c'est bien, même très bien, pour un ACR20. Vous voyez les résultats en ACR50, ACR70, je ne commenterai pas, mais c'est très significatif. Ensuite, vous avez à l'autre extrémité les patients qui ont déjà reçu un anti-TNF, donc qui sont plus réfractaires, en échec d'anti-TNF. Vous voyez, ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'on a des taux de réponse globaux qui sont moins élevés qu'ici. Mais néanmoins, le delta par rapport au contrôle, et là c'est en combinaison au méthotrexate, on n'est plus dans de la monothérapie, donc déjà au moins en biologie, un anti-TNF, échec d'anti-TNF, eh bien le tofacitinib, 5 mg 2 fois par jour, est supérieur au placebo associé du méthotrexate, que ce soit la CR20, 50 ou 70. Au milieu, vous avez la population où où il y a certainement le plus de patients à traiter, c'est ceux qui sont en insuffisance de méthotrexate ou d'un autre traitement de fond conventionnel. Vous voyez, il y a ici 3 études présentées. Celle-ci où il y aura une évaluation radiologique, celle-ci où il y aura plusieurs traitements de fond de synthèse, pas que le méthotrexate. Et puis ici, il y a un groupe comparateur en bleu qui est à nouveau l'adalimumab plus méthotrexate. Et on voit que, mais là, ce n'est pas une étude face-face. L'étude en termes d'effectifs n'a pas été dimensionnée pour comparer le tofacitinib à l'adalimumab. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que dans toutes ces études, et c'est très cohérent d'une étude à une autre, il y a une supériorité nette par rapport au groupe contrôle placebo et une tendance numérique pour le tofacitinib par rapport à l'adalimumab plus méthotrexate, mais on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Alors, une chose à retenir pour les anti-JAK, c'est qu'ils agissent très vite. En une semaine, on peut avoir une réponse thérapeutique. Vous voyez ici, au bout d'une semaine, ici c'est 2 semaines, pardon. 2 semaines, vous avez une différence qui est déjà significative par rapport au groupe contrôle, et c'est en monothérapie ici. Et là, en combinaison, c'est pareil, on a une réponse significative dès la 2e semaine. Mais on a montré dans d'autres études que même à bout d'une semaine, on pouvait déjà avoir une différence par rapport au contrôle. Donc, efficacité rapide, plus rapide même que les traitements biologiques.
Je passerai parce que ça va être un petit peu toujours la même chose sur les autres critères qui ont été évalués. Vous avez bien sûr la réponse d'AS28 ici dans le tofacitinib qui a été fait il y a longtemps, c'était avec la vitesse de sédimentation. Et on peut voir également l'effet ici sur le critère rémission qui est significativement meilleur pour le tofacitinib que le groupe contrôle. Et puis on a les mêmes données avec la faible activité, c'est même plus net, on le reverra avec le baricitinib. On a également l'effet fonctionnel. Je voudrais juste terminer pour vous montrer l'effet sur ce qu'on appelle les PRO, certaines PRO, et qui sont importantes pour le patient. Ici, c'est la fatigue et la douleur. Et en particulier sur la fatigue, vous voyez ici, dans cette étude avec le tofacitinib, c'était l'oral standard, en comparaison avec l'adalimumab que l'on voit en vert là, eh bien le tofacitinib est supérieur bien sûr au groupe contrôle sur l'effet sur la fatigue. Ici on est au 6e mois. Il y a une tendance numérique par rapport à l'anti-TNF. Même chose ici pour la douleur. C'est une autre étude ici. C'est le tofacitinib en monothérapie ici. Vous voyez l'effet sur la douleur qui est tout à fait significatif, mais on peut dire que c'est aussi lié à l'inflammation. La fatigue, c'est toujours un élément plus complexe. On a voulu voir aussi, on le reverra pour d'autres molécules, selon le nombre de traitements biologiques qu'a reçu le patient auparavant, il y a un effet, mais qui est dans tous les cas à peu près comparable. Néanmoins, vous voyez, le fait d'avoir eu 3 anti-TNF au préalable ne greffe pas la réponse thérapeutique avec le tofacitinib. On le reverra, c'est similaire avec les autres inhibiteurs JAK. Je change de molécule et vous parle maintenant du baricitinib. On va aller un petit peu plus vite car bien sûr les données sont à peu près similaires, quelles que soient les populations traitées. Ici, vous avez les méthotrexate naïfs avec une différence significative par rapport entre les 2 doses de baricitinib qui sont 2 et 4 mg par jour en une prise versus le contrôle placebo, versus le contrôle méthotrexate, pardon. Donc le baricitinib en monothérapie est supérieur pour tous les critères au méthotrexate, en première ligne donc. Et puis on va insister sur cette étude ERA-BIM qui sont chez les insuffisants répondeurs au méthotrexate où on a un groupe contrôle actif. Ici, c'est le baricitinib 4 mg par jour versus le placebo, bien sûr, associé du méthotrexate, mais surtout versus l'adalimumab associé à du méthotrexate. Et pour la première fois dans les traitements ciblés, eh bien, une molécule montre la supériorité par rapport à un autre traitement de référence qui est l'adalimumab plus méthotrexate. Donc les anti-TNF sont la référence, mais ici, il y a une différence significative sur la réponse ACR, quel que soit d'ailleurs le type de réponse ACR, quel que soit le temps. Et là, c'est assez rapide, vous voyez, c'est à 3 mois, à 12 semaines, on a une différence significative, bon, qui peut ne pas paraître majeure, mais qui est significative, c'est-à-dire qu'on recrute 10% de plus de patients qui vont répondre sous baricitinib par rapport à l'adalimumab méthotrexate. Donc c'est là, encore une fois, c'est la première fois qu'une molécule montre une telle efficacité. J'irai un peu plus vite. Voici le design de l'étude, mais comme leur page, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voici ciblé par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la CR20 à la semaine 12, qui était le critère principal, une différence significative par rapport à baricitinib plus méthotrexate versus le placebo, mais versus adalimumab plus méthotrexate, et ce sur pratiquement tous les critères. Réponse ACR 50, même chose, vous voyez, au cours du temps, ici sur une année, eh bien à pratiquement tous les temps, vous avez une supériorité, et même, vous voyez, précocement, une supériorité du baricitinib 4 par rapport à l'adalimumab. On le voit dès le 2e mois, c'est significativement différent. Ensuite, on a l'évolution du HAQ qui suit généralement les paramètres d'activité dans la polyarthrite rhumatoïde. Et très précocement, on voit que les courbes adalimumab et baricitinib se dissocient pour une différence significative ici à 1 mois par rapport à l'adalimumab méthotrexate. Enfin, sur le plan radiologique, alors là c'est différent. Différent dans le sens où les 2 produits actifs, c'est-à-dire baricitinib 4 mg et adalimumab plus méthotrexate, les 2 plus méthotrexate, sont
bloque la progression structurale par rapport au contrôle placebo plus méthotrexate. Par contre, il n'y a pas, vous le voyez, entre l'orange et le bleu, pas de différence sur le plan structural entre l'anti-JAK et l'anti-TNF. Donc, pour résumer, l'anti-JAK est très efficace sur le plan clinique, y compris sur l'induction de faible activité de rémission, avec une différence clinique par rapport à l'adalimumab plus méthotrexate significative. Par contre, effet structural comparable à l'anti-TNF, et je vous rappelle que jusqu'à présent, les anti-TNF sont vraiment la référence car ils bloquent complètement la progression structurale. Juste pour vous illustrer avec les autres molécules, l'upadacitinib et le filgotinib, ici l'upadacitinib, donc j'ai choisi bien sûr le même type d'étude qu'avec le baricitinib, c'est Select Compare qui vient juste d'être présenté au Congrès américain au mois d'octobre, qui n'est pas encore publié. On voit qu'il y a dans cette étude l'upadacitinib 15 mg, le placebo et l'adalimumab, le tout ajouté à du méthotrexate chez des patients en insuffisance de réponse au méthotrexate. Eh bien, on compare donc en étude face-face entre l'UPA et l'adalimumab. Et bien, on retrouve exactement la même chose qu'avec le baricitinib, c'est-à-dire une différence significative sur le critère principal de l'upadacitinib ici qui est à 15 mg par jour en une prise versus l'adalimumab, bien sûr, sous-cutané. Et vous voyez, c'est à peu près la même différence que ce qu'on a observé avec le baricitinib. Et c'est à 3 mois ici. Ça, c'est le groupe contrôle placebo plus méthotrexate. Et là, on va retrouver cette différence significative sur tous les critères évalués, primaires, bien sûr, comme ici, ou sur tous les critères secondaires. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Et même chose que pour le baricitinib, pas de différence structurale par rapport à la référence qu'est l'anti-TNF, adalimumab plus méthotrexate, mais là aussi, un blocage de la progression structurale par rapport au groupe placebo. Le filgotinib, juste un mot, il étude Finch 2 pour vous dire que là, on est dans une autre population, parce que c'est des insuffisants répondeurs à au moins un biologique, et les patients ont pu recevoir des anti-TNF, mais également d'autres biologiques dans le passé, et ils ont pu en avoir parfois plus de 3, on va le revoir. Ici, le filgotinib, on le reverra dans d'autres études, mais je ne vous les présenterai pas là, parce qu'on ne connaît pas les résultats, a toujours été développé à 2 doses, comme d'ailleurs le TOFA et le baricitinib, toujours 2 doses. Ici, c'est 100 et 200 mg en comprimé, un comprimé par jour, et c'est versus le groupe contrôle placebo. Chez des patients, il y a déjà reçu un traitement conventionnel et associé ici, vous voyez, à ce traitement conventionnel, généralement du méthotrexate. Donc on est dans une population réfractaire et on va passer quand même assez vite, mais regardons la réponse à CR20. Bien là, ce sont les 2 doses sur la gauche du filgotinib. Ici, c'est le groupe contrôle méthotrexate. Vous voyez qu'il y a un delta qui est d'environ 30% par rapport au groupe contrôle, donc c'est très significatif avec des taux de réponse qui sont tout à fait bons et appréciables. La réponse ACR50, ACR70, et il faut voir qu'on est quand même qu'à 3 mois. Vous avez ici les réponses à 6 mois. Et puis là, c'est stratifié en bas en fonction du nombre de traitements biologiques précédents. C'est difficile, comme toujours, comme interprétation, parce qu'on a bien sûr moins de patients par groupe. Néanmoins, quand on voit les patients qui ont eu au moins 3 traitements de fond biologiques auparavant, vous voyez que les réponses sont excellentes par rapport au contrôle pour ces patients très réfractaires et même presque meilleures que quand les patients n'ont eu que, donc c'est qu'une impression je pense, n'ont eu qu'un seul traitement biologique. Mais pour vous dire que même avec 3 traitements biologiques au préalable, on peut avoir de très bonnes réponses avec un JAK inhibiteur. Alors, pour aller maintenant un peu plus loin et terminer sur la polyarthrite rhumatoïde, un point qui est très important dans les recommandations, qu'elles soient françaises, comme ici, qui viennent juste d'être présentées et juste d'être publiées au mois d'octobre, dans John Bone Spine, les recommandations de la rhumatologie, mais c'est peu différent de l'ELAR et de la CR. Eh bien, voyez ce qu'il dit. Il dit que toutes les thérapeutiques ciblées, biologiques ou synthétiques, doivent être utilisées préférentiellement en association avec le méthotrexate. En effet, on va le revoir ici, mais la combinaison
du méthotrexate avec toutes les thérapies ciblées. Alors on le savait pour les biologiques, notamment les anti-TNF. On savait que les anti-TNF, surtout les monoclonaux, doivent être absolument utilisés avec un traitement de fond conventionnel dans le méthotrexate. À défaut, peut-être l'étanercept est utilisable en monothérapie, mais monoclonaux très difficilement, dans la PR en tout cas. Que les anti-L6, par contre, les antirécepteurs L6 avaient de bons résultats en monothérapie, étaient certainement la meilleure indication dans les biomédicaments quand on devait utiliser ces biomédicaments en monothérapie. Et puis maintenant, on va le voir que les anti-JAK aussi sont, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, sont très performants en monothérapie. Et le LAR est allé plus loin que la Société française de rhumatologie, même si la SFR le dit dans le texte. Et le LAR nous dit très clairement que si on ne peut pas utiliser en combinaison avec un traitement de fond ciblé, quel qu'il soit, du méthotrexate ou un autre traitement de fond conventionnel, eh bien, les meilleurs choix en monothérapie sont les inhibiteurs de l'IL6 ou les traitements synthétiques ciblés, donc les anti-JAK. Pour les recommandations françaises, on nous dit dans le texte surtout ne pas utiliser un anticorps monoclonal anti-TNF. Et après, effectivement, le meilleur choix, c'est aussi les anti-L6 et les JAK inhibiteurs. Diapositive illisible, mais pour vous résumer, toutes les données qui existent en monothérapie avec les anti-JAK. Donc on a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Ici, c'est avec le tofacitinib, l'étude Eurostart, je vous montre un exemple. Ici, c'est le baricitinib, à nouveau le tofa. Là, c'est aussi le tofacitinib, une étude japonaise. Là, c'est à nouveau RAL stratégie, toujours avec le tofa, je vous montrerai un exemple. Et pour terminer en bas, 2 études avec l'upadacitinib. Donc, beaucoup de données en monothérapie avec les inhibiteurs de JAK. Baricitinib, l'étude ERA-BEGIN, on l'a survolé tout à l'heure, simplement pour vous montrer que les 2 doses de baricitinib, 4 mg, une dose 4 mg ou 4 mg plus méthotrexate, eh bien c'est supérieur au méthotrexate chez les PR qui n'ont jamais eu le méthotrexate au préalable, quel que soit, vous voyez, le paramètre évalué de la CR20 et CR70. Le baricitinib, par contre, n'avait pas montré de supériorité statistique. Il y avait juste une supériorité numérique sur le blocage de la progression radiographique en monothérapie. Mais le tofacitinib, lui, il l'a démontré très clairement ici dans l'étude de Eurostart. Inhibition, vous voyez, de la progression radiographique en monothérapie, avec 2 doses du tofa, le 5 qui est celui qui est commercialisé, et le 10 mg par jour, 2 fois par jour, versus le méthotrexate à 6 mois et puis à 2 ans. Donc une inhibition de la progression radiographique du tofa en monothérapie. Ici, vous avez l'étude Select Early avec l'ubadacitinib. Là aussi, je passe assez rapidement pour vous montrer qu'à 15 ou 30 mg jour en une prise, eh bien, on est meilleur que le méthotrexate cliniquement. Ici, c'est la CR50 à 3 mois. Ici, c'est la rémission selon le DAS28-CRP. Et puis, l'inhibition radiologique, je ne vous la montre pas, mais elle a été montrée aussi avec l'ubadacitinib très récemment, puisque présentée en octobre au Congrès américain. Pour terminer sur la monothérapie, toujours, on se pose la question de est-ce qu'il vaut mieux mono ou combo. C'est pour ça que les recommandations sont restées sur la combo, car il y a quand même une petite tendance à la supériorité de la combinaison. Ici, j'ai une étude intéressante qui est une étude de phase 4 en fait, avec le tofacitinib, où on a comparé le tofa en monothérapie, 5 mg, le tofa en combinaison avec du métho, et l'adalimumab méthotrexate, chez les patients ayant un incidence de réponse au méthotrexate. Et ce que l'on voit, c'est une étude de non-infériorité. On voit que le tofa plus métho est non inférieur à l'adalimumab plus métho ici, c'est non inférieur. Par contre, pour le tofa monothérapie ici, on n'a pas pu répondre à la question de non-infériorité, mais il n'y a pas non plus de supériorité de la combinaison. Donc c'est un petit peu ambigu sur cette étude, et quand on regarde numériquement, vous voyez la tofa combo, l'adalimumab plus méthotrexate, le tofa monothérapie, il y a une petite différence numérique en faveur de la combinaison. C'est un peu la même chose que l'on voyait avec les inhibiteurs du IL-6. Donc ici c'est sur le tofa.
On va voir avec les autres JAK inhibiteurs où on manque pour le moment encore de ce type de données de comparaison stricte entre la combinaison et la monothérapie pour pouvoir répondre clairement s'il y a une différence ou non. Toujours est-il que ces médicaments actuellement, ces anti-JAK, sont fortement utilisés en monothérapie et que, par exemple, sur le marché américain, c'est environ 50% de monothérapie versus 50% de combinaison avec le méthotrexate ou un autre traitement de fond. D'autant qu'aux États-Unis, ils ont ces données de l'étude Corona, sur lesquelles je passe rapidement, données de vraie vie néanmoins, où on a comparé dans ce registre le tofa à plus méthotrexate versus la monothérapie. Ils n'ont pas vu de différence sur les critères, vous voyez, sur le CDAI, faible activité ou rémission, ici c'est sur la CR20. Et même chose quand on compare l'anti-TNF associé au méthotrexate avec le tofa monothérapie, ils n'ont pas retrouvé de différence. Donc, et le TNF combo versus tofa combo, là non plus pas de différence. Donc vraiment des résultats très très proches en monothérapie et en combinaison. Quelques notions de tolérance pour vous montrer, et je passerai assez vite sur la tolérance, néanmoins je vais vous montrer les points importants. Au niveau de la tolérance, ici sur les données sur les effets indésirables sévères, tout confondu, on voit ici le taux d'infection sévère qui n'est pas très élevé, mais qui est augmenté néanmoins par rapport au contrôle et qui est, on va dire, à peu près du même ordre que ce que l'on a vu avec les traitements biologiques. Il faut se méfier des comparaisons indirectes car les études n'ont pas été faites dans les mêmes conditions, pas toujours sur les mêmes populations et pas toujours dans le même temps. Donc, en gros, c'est dans les mêmes données. Les infections opportunistes, il y en a, mais elles ne sont pas plus qu'avec les traitements biologiques, y compris la tuberculose. Et on va voir que finalement, c'est l'élément un petit peu différenciant, c'est le risque de zona qui est augmenté indéniablement avec les anti-JAK. On va le retrouver maintenant avec tous les anti-JAK. C'est assez clair avec le tofa et avec le baricitinib, mais ça va venir avec les suivants. On va le revoir tout à l'heure. Ici, vous voyez simplement une diapositive où je passe rapidement, qui est une analyse de toutes les données d'essais randomisés et d'études d'extension par rapport aux données de la littérature avec les biologiques. Et on voit que le tofacitinib, vous voyez, à peu près dans le même taux. Il y a des grosses différences selon les études qui ont été menées avec les biologiques, mais en gros, les anti-JAK se situent pas trop mal, vous voyez, au même niveau que certains anti-TNF comme les Tanacercept ou avec un autre biologique comme l'abatacept qui ont bonne réputation sur le plan de la tolérance infectieuse. Le zonage, je l'ai dit, c'est un des points importants parce qu'il est augmenté. Il est près du double, on le voit ici dans l'étude Corona aux États-Unis, par rapport aux traitements biologiques tels que les anti-TNF. Il est en gros de 3,8 pour 100 patients année, ou 3,5 suivant la dose que l'on va utiliser. Ici, c'est le 5 mg. C'est indéniablement augmenté, mais il faut voir que ce sont des zonas peu sévères. Il n'y a pas d'augmentation franche des zonas sévères. Et c'est assez inégalement réparti sur le plan géographique. Cette augmentation des zonas a surtout été retrouvée en Asie, en particulier au Japon, en Corée, et puis aussi en Inde. Et un petit peu plus aux États-Unis, on le voit en Amérique du Nord, disons, qu'en Europe, où là, l'augmentation est beaucoup plus faible. Donc, une prédisposition probable génétique, notamment chez les patients asiatiques, et en particulier au Japon et en Corée. Et ça, on va le retrouver avec les autres anti-JAK. Là, c'était pour le tofa. Anomalie lipidique, il y a un effet anti-IL6 qui est retrouvé. Ici, on augmente le cholestérol, l'LDL cholestérol, on augmente le HDL également. Il ne semble pas qu'il y ait de rupture du rapport et qu'il y ait de risque hétérogène particulier avec ces molécules, comme on l'avait pu maintenant montrer avec les anti-IL6. Et s'il y a une augmentation du LDL cholestérol, on peut le contrôler, comme vous le voyez ici, par l'administration de statine. Sur le plan hématologique, quelques petits signaux avec si on inhibe un peu trop de JAK2, on peut avoir des effets hématologiques. Et ça, on peut le voir sur l'hémoglobine avec un petit peu plus d'anémie, mais vous voyez, c'est quand même pas très très important, les anémies importantes, avec baisse de 3 points du taux d'hémoglobine, vous voyez 2%,
2,4%, 2% en gros, donc c'est relativement faible. Peut-être que selon les anti-JAK, cet effet sera moins net avec ceux qui sont très sélectifs JAK1 et qui inhibent peu JAK2, mais il faut qu'on ait des données poolées plus importantes pour pouvoir le montrer. Néanmoins, les chiffres d'anémie sont peu préoccupants. Et il faudra regarder néanmoins les neutrophiles, car on a montré qu'il y avait quelques neutropénies, vous voyez 1%, mais ce sont que des grades 3. Et puis quelques lymphopénies également ont été rapportées, en particulier avec le tofacitinib, on le voit ici, et il faudra regarder la relation avec le risque infectieux. Il y en a peu, mais il y a probablement une petite augmentation du risque infectieux. Baricitinib, je vais passer assez rapidement parce que ce sont les mêmes profils de tolérance qui ont été rapportés. Vous voyez ce qui est donné sur le plan général, le risque d'infection sévère, vous voyez on est avec les mêmes taux qu'avec le tofacitinib, vous voyez les données sur le long terme, il n'y a pas d'aggravation, pas d'augmentation du risque infectieux avec le temps. Les chiffres de zona, on tombe sur les mêmes chiffres qu'avec le tofacitinib, donc une augmentation du risque de zona. Alors ce sera intéressant à considérer dans la perspective de l'arrivée de vaccins tués. Actuellement, on a des vaccins atténués, sur lesquels on est un peu plus hésitant. Donc, avec l'arrivée de vaccins tués, on pourra discuter de la vaccination contre le zona chez nos patients. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la polyarthrite rhumatoïde et maintenant sur la tolérance. Je vais vous passer quelques données très récentes sur le rhumatisme psoriasique et puis après quelques maladies systémiques. Rapidement sur le rhumatisme psoriasique, on a eu essentiellement des données avec le tofacitinib qui vient d'ailleurs d'avoir au mois de juillet dernier l'enregistrement dans le rhumatisme psoriasique. 2 études, l'étude Opal-Braden qui a été présentée à la CR il y a 2 ans et publiée dans le New England Journal of Medicine en 2017. Vous voyez qu'il y a les 2 doses usuelles du tofacitinib, 5 et 10 mg 2 fois par jour, versus l'adalimumab, 40 mg, du placebo. Et là, on n'est pas forcément en insuffisance de réponse à l'alimentation ciblée, mais vous savez que dans le rhume-so, on n'associe pas forcément avec un traitement de fond ciblé, que ce soit le méthotrexate ou un autre. Donc ça peut être soit monothérapie, soit pas. Par contre, tous ces patients sont anti-TNF naïfs. Voici les taux de réponse. Vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal qui avaient déjà du méthotrexate, mais pas que. Les 2 doses de tofacitinib, l'adalimumab, vous voyez, numériquement le 10 mg est un peu supérieur, mais c'est le 5 mg qui est commercialisé et il est comparable numériquement à l'adalimumab est supérieur, tous les bras actifs par rapport au contrôle placebo. L'effet dermatologique, vous voyez, de même ordre du tofacitinib par rapport à l'adalimumab est supérieur au contrôle placebo. Il y a un effet radiologique qui a été montré dans cette étude aussi, inhibition de la structure, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, et comme pratiquement toutes les molécules ciblées développées dans le rhumatisme psoriasique, les molécules anti-TNF par exemple, avaient à peu près tous monté un effet structural, donc le tofacitinib le montre également. Dans une autre population, un suffisant répondeur à un anti-TNF, on voit l'étude Opal Beyond, elle aussi publiée dans le New England Journal of Medicine, il y a l'année dernière. En réponse à CR20, la réponse sur HAQ, on voit que les doses ici de tofacitinib, les 2 doses 5 et 10 mg qui sont très proches, sont supérieures au contrôle placebo qui va à la 3 mois. Vous voyez, ils switchent sous du tofacitinib et donc les patients de placebo prennent le traitement actif et on a des réponses qui deviennent assez comparables. Donc une efficacité du tofacitinib dans le rhumatisme psoriasique démontrée, soit en première ligne de traitement ciblé, donc après échec d'un traitement de fond conventionnel, soit en deuxième ligne après échec d'au moins un anti-TNF. Une donnée très récente avec un autre JAK inhibiteur, le filgotinib, présenté récemment au congrès de la CR à Chicago, l'étude Equator. Donc le filgotinib, vous voyez, des patients qui ont reçu surtout un traitement de fond classique. Ils peuvent avoir reçu ici un anti-TNF, mais seulement 11% l'ont reçu.
Et vous voyez une dissociation très nette par rapport au groupe contrôle, confirmant l'efficacité de cet autre JAK inhibiteur sur la réponse articulaire, moins importante sur la réponse cutanée. Donc ils font beaucoup moins bien que les anti-IL-17 ou anti-IL-23, mais à peu près du même ordre. On voit maintenant, on l'a vu avec le tofacitinib, que les anti-TNF sur le plan dermatologique et une très bonne réponse articulaire. Le lupus, on a eu quelques données dans la maladie lupique, parce que vous vous rappelez que les JAK notamment peuvent moduler les voies de l'interféron, et on va le revoir ici. Donc ils peuvent agir sur certaines cytokines d'intérêt dans la maladie lupique, les interférons qui vont passer par le JAK1, JAK2 pour l'interféron gamma, plutôt par JAK1 pour l'interféron type 1. Ils peuvent être intéressants aussi de voir que les interleukines 2 passent aussi par ces voies. Et puis l'IL-12 qui peut avoir un intérêt également, un degré moins de l'IL-23. Il y a eu une étude présentée avec le baricitinib dans la maladie lupique où on avait les 2 doses usuelles du baricitinib, 2 et 4 mg, versus placebo chez des patients ayant un lupus surtout cutanéo-articulaire. Je passe rapidement parce que pour l'instant, ça n'a été qu'une communication. On a les résultats sur le critère principal qui était ici la résolution complète des arthrites ou du rash cutané. Et vous voyez qu'il y a une différence qui n'est pas tremblante, comme c'est souvent le cas dans la maladie lupique, mais qui est significative, en tout cas pour le 4 mg par jour, par rapport au placebo. Le delta, la pertinence clinique peut être discutée, néanmoins c'est significativement différent. Ici, sur les SRI, qui est un critère qui était ici un critère secondaire, eh bien, on a 17% de delta par rapport à 6 mois par rapport au contrôle pour le 4 mg par jour de placebo. Pas de signal particulier, c'est une étude de phase 2, donc on attend avec plus de patients les données de phase 3 qui devraient débuter incessamment. L'effet sur la signature interféron et du baricitinib est probable, d'après ce que l'on voit ici de cette étude, où on a une diminution de la signature interféron dès la 2e semaine, et surtout sur l'interféron gamma, on voit la baisse de la signature interféron gamma sous les 2 doses de baricitinib, alors que ça ne bouge pas dans le groupe pour contrôle placebo. Par contre, sur la diapo de droite, eh bien, on ne voit pas de corrélation nette entre cette signature interféron, cet effet sur la signature interféron et la réponse basée sur le SLEDAI. Donc il y a peut-être une dissociation entre l'effet sur l'activité de la maladie et cet effet sur la signature interféron. Juste un cliché pour vous montrer qu'il y a eu aussi dans d'autres maladies systémiques des approches avec les JAK inhibiteurs, ici le tofacitinib. Ici, on est dans les dermatomyosites réfractaires. Vous voyez la population de patients. Je ne rentre pas trop dans le détail, simplement pour vous dire qu'il y a un signal encourageant, puisque tous les patients ont été considérés, 9 patients seulement, donc soyons prudents, ont répondu au critère principal, qui était le pourcentage de patients remplissant les finitions d'amélioration du score IMAX à 12 semaines. Les anti-JAK se développent actuellement dans de nombreuses autres affections, vu leur mobilité, leur inhibition un peu ubiquitaire de certaines voies cytokiniques. Il faut néanmoins comprendre que s'ils inhibent de nombreuses voies cytokiniques, ils n'ont pas la même puissance d'inhibition qu'une molécule qui va inhiber qu'une seule cytokine. Exemple, si on utilise un monoclonal anti-IL-6, on va bloquer l'anti-récepteur IL-6, on va bloquer vraiment la fonction de la cytokine IL-6. Par contre, avec un anti-JAK qui va également avoir un effet, entre autres, sur les voies de l'IL-6, l'inhibition sera beaucoup moins puissante. Ce qui explique d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas considérer les anti-JAK, comme ça a été dit maladroitement, comme des anti-IL-6 oraux, car l'effet, notamment biologique, est complètement différent. Enfin, complètement différent, pas du tout comparable. Il y a, vous voyez, actuellement plus de 40 essais randomisés en cours
en rhumatologie avec différentes indications. La polyarthrite, bien sûr, toujours en cours, mais la maladie du pic, les spondyloarthrites axiales, mais surtout périphériques, les arthrites juvéniles, les maladies systémiques telles que sclérodermie, Sjögren, dermatomyosite, on a vu, et l'arthrite gigantocellulaire. Entre autres, j'ai simplement un résumé de quelques études. Mais hors rhumatologie, les anti-JAK sont aussi en développement dans beaucoup d'autres affections, en hématologie, cancérologie, dans les MICI, là c'est très avancé dans les MICI, les uvéites, en dermatologie, dans un certain nombre d'affections. Voilà, je vous mets ici pour conclure les indications officielles des 2 anti-JAK commercialisés. Ici, le tofacitinib, que vous savez sous le nom de Xeljanz. Ici, le même Xeljanz dans le rhumatisme psoriasique. Et ici, le Lumiante, le baricitinib dans l'APR. Schématiquement, ces 2 traitements dans l'APR sont indiqués en cas d'insuffisance de réponse au méthotrexate et ils peuvent être utilisés soit en combinaison avec le méthotrexate ou un autre traitement de fond de synthèse, soit en monothérapie. Dans le rhumatisme psoriasique, c'est un peu le même profil, mais c'est en cas de réponse donc inadéquate à un traitement de fond de synthèse. Et là, dans le rhumatisme psoriasique, vous savez que les traitements ciblés peuvent être utilisés en mono ou en combinaison, peu importe. On n'a pas montré de supériorité de la combinaison par rapport à la monothérapie, quelle que soit la molécule dans le rhumatisme psoriasique. Voilà, je vous remercie.